C'est le podcast où une comédienne et un poète échangent autour d'une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani, et aujourd'hui, à la place du poète, nous recevons Clorinde, professeure de français. Bonjour Clorinde. Bonjour Clarence. Suite de l'épisode précédent. Mais même là, c'est en train de changer parce que quand on leur montre une petite vidéo, on a des fois la désagréable expérience de les voir se coucher sur la table pour dormir. Alors qu'avant, au contraire, la vidéo, c'était un moyen de les maintenir en attention. Et donc, c'est en train d'évoluer même ça. Il y a peut-être une saturation d'images dans la société chez ces jeunes gens. Donc, à mon avis, ça va encore changer, mais je ne sais pas exactement dans quel sens. Et il y a quelques années, j'avais tenté, pour lutter contre le manque de concentration, la progression du manque de concentration chez nos élèves, j'avais tenté de mettre en place au lycée l'expérience Silence son lit. Donc vous avez peut-être entendu parler. Alors ça se fait plus dans les collèges. On impose un quart d'heure de lecture chaque jour. Oui, mais j'avais entendu parler voilà. de ça, oui. C'est de la lecture plaisir, forcément. Ça peut être une bande dessinée, ça peut être un magazine, ça peut être un Mais roman. chacun doit lire, en fait, c'est ça. Voilà. Ensemble dans la classe, mais chacun individuellement. Oui, exactement. Et je trouvais ça génial. Et pour moi, c'était pas une expérience de prof de français. C'était pas juste pour qu'ils lisent mieux. C'était vraiment parce que la lecture, c'est une façon d'apprendre à se concentrer, peut-être de développer l'imaginaire, enfin, des qualités qui sont nécessaires pour plein de matières et même pour soi. Humainement, quoi. Voilà. Oui. Et puis bon, je pensais que les élèves seraient réticents, ça m'a pas étonnée. Mais je pensais pas que les profs seraient réticents. Voilà. Et finalement, ça a capoté parce qu'il n'y avait pas assez de collègues partants pour prolonger l'expérience. C'est vrai qu'en lycée, c'est pas facile à mettre en place. Je pense que dans une école primaire ou un collège, les horaires s'y prêtent davantage. Mais au lycée, il y a eu trop de réticence. Mais j'y crois. Je pense que la littérature et la lecture peut apporter beaucoup à n'importe quel individu. Alors, je continue sur... pas la difficulté, mais on sait quand même que c'est un métier difficile. On peut le voir en parlant avec les professeurs, avec l'actualité. Il y a des débats publics autour de l'éducation nationale. Il y a des films, notamment, moi je viens de voir Pas de vague, et d'autres qui nous montrent des difficultés quotidiennes. Est-ce que toi, dans un monde idéal, comment est-ce que toi tu peux te permettre de rêver. Comment est-ce que tu préconiserais qu'est-ce que tu ferais pour favoriser l'apprentissage du français et la façon d'aborder la littérature ? Est-ce que tu aurais une idée ? Alors, j'ai pas vu Pas de vague, mais ça m'intéresserait de le voir. Moi, j'ai été beaucoup marquée par d'autres films. Il y a forcément Entre les murs. Oui. Le film de Tavernier qui s'appelait Une semaine de vacances, qui est bien plus ancien, mais qui montrait déjà qu'à l'époque, on s'interrogeait beaucoup sur le métier d'enseignant. Et puis là, il y a 1 an ou 2 ans, ce film allemand dont j'ai oublié le réalisateur, qui s'appelle La salle des profs, qui est vraiment, vraiment génial. Donc ça fait réfléchir toutes ces choses-là. Et dans ces films, parfois, on a l'impression que le prof a trouvé une solution merveilleuse, et puis pas du tout. Donc je sais pas ce que je ferai. Je sais ce que j'essaye de faire et que je trouve pas mal. Ça veut dire passer par des détours. En fait, je procède à l'inverse de ce que moi j'ai beaucoup aimé quand j'étais moi-même élève, parce que je vois bien que je suis dépassée, que c'est une autre époque, je suis un peu un dinosaure. Donc, pour moi, ce qui comptait, c'était les mots. J'avais déjà l'amour des mots, donc pour moi, c'était le texte, analyser le texte, plonger dans le texte, c'était ça qui me plaisait. Et là, maintenant, je pense qu'il faut passer par un biais, peut-être aborder une œuvre par son thème, aborder une œuvre par son auteur, la vie de l'auteur, ou par l'adaptation cinématographique, ou par l'ancrage historique, la période historique. Donc ça, je me dis que c'est une façon d'arriver à accrocher les élèves. Peut-être aussi passer beaucoup plus par la pratique, avec des ateliers d'écriture, des ateliers théâtre, la rencontre avec les auteurs, les artistes. Donc moi, je fonctionne énormément par projet. J'aime ça. Ça me permet, moi, de me renouveler. Et puis ça rend vivant, je trouve, les cours, ça rend vivant la littérature et l'art en général. Et je crois que dans un monde idéal,
je fonctionnerai encore par projet. Je fonctionnerai encore par projet, mais déjà j'aurai des petites classes, pas beaucoup d'élèves. J'aurai peut-être une classe modulable où je pourrais disposer les tables comme je veux. Enfin, j'ai un souvenir d'une classe géniale en première, et je pense que si ça s'était si bien passé avec cette classe-là, c'est parce que exceptionnellement, pour une classe de première générale, je m'étais retrouvée avec 16 élèves seulement. Et qu'en plus, le hasard avait fait qu'on était dans une salle où les tables étaient disposées autrement. Et que ça changeait complètement notre rapport. Est-ce que c'était en rond ou c'était... C'était, oui, en U dans mon souvenir. Afin d'avoir tout le monde comme ça, voilà. ensemble. Ouais. Parce que sinon, quand on en a 35, c'est quand même dur de changer ça. Et puis, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut remettre les tables comme elles étaient, dans une disposition frontale. Enfin, il y a des petites choses matérielles qu'on peut changer. Le fait qu'on ait des vidéoprojecteurs, maintenant, je trouve ça très bien. Mais certains fonctionnent plus... Enfin, on veut toujours aller vers plus de technologie. Donc maintenant, on a des tableaux, des dalles numériques, des tableaux numériques, mais il y a bien un moment où ça va tomber en panne. Et donc, on a laissé tomber les vidéoprojecteurs. Mais en tout cas, je suis pour utiliser l'image. Ça, j'aime bien. J'aime bien passer par ces détours-là. Et donc, tant mieux pour ça. Mais il y a des choses plus simples qu'on peut faire d'un point de vue matériel et beaucoup moins coûteuses. Et il faut simplement plus de profs pour avoir moins d'élèves en face de soi, plus de salles. Et le problème, c'est que ça ne permet pas les économies. Donc ce sont vraiment des choix politiques. Et on en revient toujours au même. Hein. Comment est-ce qu'on décide des profs à venir dans le métier ? Est-ce que c'est par l'argent qu'on va les amener ? C'est un éternel débat. On peut se poser plein de questions à ce propos. Mais je ne sais pas trop comment faire. C'est une question que je me pose tous les jours. Je sais bien aussi qu'en passant par des détours comme ça, je suis encore assez loin de la littérature. C'est plus de la culture G, on en revient à notre discussion du début que à la littérature, mais c'est comme ça qu'on suscite l'intérêt, la curiosité. Donc je n'ai pas de solution, malheureusement. On fait comme on peut, chacun avec les moyens qu'on a. Sinon, ce serait trop simple. Alors j'aimerais maintenant... pencher sur ton propre rapport donc à la littérature. Et pour cela, j'aimerais que tu me dises plusieurs choses. Alors, tu as déjà un peu évoqué ton amour des mots, ton amour du livre avec tes parents, etc. Donc, je te pose la question et tu réponds comme tu veux. À quel moment est-ce que tu es devenue une lectrice ? Donc, j'imagine tôt. Est-ce que, par hasard, tu te souviendrais de ton premier livre ? Et dans quelles circonstances tu l'as rencontré ? Et sinon, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué et pourquoi ? Oui. J'ai un rapport très fort à la littérature, un lien affectif, parce que justement j'ai une forme de nostalgie, peut-être de l'enfance aussi, à travers ça. Je me souviens pas exactement du titre du premier livre que j'ai lu, mais je me souviens de ma fierté. Je me souviens très bien du contexte, chez ma grand-mère, dans le sud de la France. 2 petits livres que j'étais allée acheter avec ma mère. J'adorais les librairies, les bibliothèques. C'était mon paradis. Et c'était une histoire de chien, de chat. Voilà. Je me souviens que c'est le premier livre que j'ai vraiment lu complètement toute seule. Mais j'adorais déjà... J'avais qu'une envie, c'était apprendre à lire, parce que je voyais à la bibliothèque familiale que c'était... la porte vers le monde des adultes, la porte du savoir, des trucs interdits. Et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps un philosophe qui disait que justement c'était bien qu'il y ait quelque chose d'interdit parce qu'on a envie de franchir cet interdit, que c'est stimulant. Et moi, mes grands moments de plaisir de lectrice quand j'étais gamine, c'était de lire en cachette le soir, comme plein d'enfants, heureusement encore, sous la couette, avec la lampe de poche... voilà, ou d'autres moments où c'était à la sieste, quand dans le sud de la France il fait très chaud, on n'a pas envie de se coucher, mais on est obligé parce que les adultes nous ont dit que si, il fallait pas se avant reposer 16 heures. Mais là, c'est le moment où on retrouve le bouquin. Ouais. C'est génial. C'était vraiment un grand plaisir, ces moments-là. Et je crois aussi... je me souviens quand même d'un livre en particulier qui s'appelait « Le fils du roi d'Irlande ». D'accord. Alors j'ai recherché, quand mes enfants eux-mêmes ont commencé à grandir, j'ai recherché ce livre-là. En fait, c'est le livre que ma maîtresse de grande section en maternelle nous lisait.
Comme quoi, déjà à cette époque-là, la lecture en classe... Était là, quoi, était présente. Ouais. Vraiment, là, j'adorerais pouvoir continuer à faire la lecture en classe. Oui. Je trouve que c'est comme ça qu'on prend goût. Et donc, elle nous faisait des séances de lecture comme ça. Et comme moi, j'avais très envie de savoir déjà lire, et que ma maman, par chance pour moi, était prof de français, j'avais appris un peu déjà avec elle. Et donc la maîtresse me permettait de faire la lecture à mes camarades en grande section. Et donc j'étais aux anges. Alors je suis pas sûre que je comprenais tout ce que je lisais, c'est pas grave. Et c'était ce livre-là, et la maîtresse me l'avait offert en fin d'année pour que je puisse le finir. Et c'était un livre en fait pas si facile que ça. Donc ça s'appelait Le Fils du roi d'Irlande de Padraig Colum, un Irlandais justement. Et je l'ai relu avec mes enfants. Et en fait, c'est une histoire de contes, de légendes imbriquées les unes dans les autres. La structure est très très complexe, mais ce sont des histoires qui font un petit peu rêver. Et j'adore ce livre-là, donc c'est vraiment le premier titre dont je me souviens directement. Puis après, en primaire, moi j'aimais bien, ça fait vieux, hein, mais j'aimais bien lire Molière en primaire. Ouais. J'aimais bien lire à haute voix Molière quand je rentrais le soir à la maison. J'aimais bien, après au collège, lire Corneille, lire Michel Tournier aussi, L'Air du Muguet, ça m'avait beaucoup frappé ce livre-là. Au lycée, j'ai adoré Marivaux, justement pour la langue ciselée comme ça. J'ai adoré les surréalistes, Breton, Aragon, Éluard, que j'ai découvert pour la poésie. Donc oui, j'étais boulimique de lecture, vraiment, et comme pour le cinéma, ce qui me plaisait, je crois beaucoup dans la littérature, c'était les émotions qu'elle procurait. J'aimais bien pleurer en lisant des bouquins. D'ailleurs, je me suis dit, mais comment j'ai pu lire tant de bouquins aussi tristes ? Parce qu'il n'y avait pas de bouquins joyeux. Mais c'était simplement que les émotions étaient fortes. Oui. Voilà, c'était ça qui m'interpellait. Puis c'était une façon de lutter contre la solitude. Moi, je suis la petite dernière dans la famille. Voilà, j'avais mes copains dans les livres, même s'il n'y avait pas forcément grand monde pour jouer avec moi à ce moment-là, quoi. Donc c'était chouette. C'était une façon de voyager par la pensée. Enfin, on s'oublie dans la littérature, oui. C'est ça qui est génial. On s'évade. Oui. Et puis donc quand j'étais enfant, j'ai lu beaucoup de livres de grands trop tôt. J'ai lu Flaubert sans rien comprendre. Il y a plein de livres que je connais, mais que j'ai pas compris. C'est bien, puis c'est bien de les relire maintenant et de réaliser. Quoi. Oui, des fois je suis surprise en relisant des livres comme ça. Mais donc ça m'a forgé aussi. Et puis j'ai lu beaucoup de littérature jeunesse. J'ai adoré Les Six Compagnons, j'ai adoré Les Roald Dahl, j'ai adoré Mon ami Flicka de Marie O'Hara. Toutes les histoires d'animaux, d'aventures, tout ça, j'adorais. Un sac de billes de Joseph Joffo, Mon bel oranger de Vasconcelos, Ce Seigneur des Anneaux. Et j'ai eu une maîtresse en CM1, CM2 géniale qui nous a fait découvrir ces livres-là. Et je m'en suis parfois servie quand j'étais face aux élèves de collège. J'ai repris certains de ces ouvrages-là. Et puis je les reprends là quand je suis avec mes enfants. Vraiment des souvenirs incroyables. Parlant de tes enfants, justement, est-ce qu'ils lisent Qu'est-ce qu'ils lisent et comment est-ce qu'ils lisent avec le livre ou plutôt la liseuse, ou est-ce qu'ils utilisent les deux, ou est-ce qu'ils lisent pas du tout? Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Je crois que je les déshériterais s'ils ne lisaient pas. Donc ils ont bien dû le sentir. Non, ils adorent lire. Ils adorent lire. Je ne sais pas combien de temps ça durera, parce que je ne me fais pas d'illusions. Mais pour l'instant, ils adorent lire. J'en suis fière. Je me dis que si je leur ai transmis un truc, c'est ça. Et ils lisent beaucoup de mangas. Ce sont des petits garçons de leur époque. Mais je trouve ça bien, parce que ça fait le lien avec leurs camarades. Tout à fait. Ils ne sont pas enfermés dans leur chambre. Ils parlent de bouquins avec leurs camarades. Même entre eux, ils ont des débats enflammés sur certains personnages de manga. À chaque fois, je me dis qu'il faut que je les lise. Alors, je vois à peu près de quoi ils parlent, mais je ne suis pas très au fait quand même. Donc c'est de la littérature vivante, quoi. C'est de la littérature dont on discute, un peu comme des adultes discutent de séries aujourd'hui, plus que de livres. Ils lisent beaucoup sur papier. D'accord. Ils aiment l'objet livre, donc ça je suis assez contente aussi. Et s'ils voulaient lire sur liseuse, pourquoi pas, mais... Pour l'instant, c'est pas... Non, et puis même par éthique, je crois que je suis pour le livre. Alors, je me suis pas encore énormément interrogée là-dessus, mais même d'un point de vue écologique, je suis favorable au papier plutôt qu'à la liseuse.
même pour leur santé, leurs yeux, enfin j'en sais rien. La question s'est pas posée, je suis très contente pour l'instant. Ils peuvent prendre n'importe quel bouquin comme ça dans la bibliothèque et je trouve ça très bien. Et puis des fois j'ai eu des bonnes surprises parce que je me disais que quand même mes gamins évoluaient dans un milieu un peu privilégié. Et puis quand je discute avec certains de leurs copains, je suis agréablement surprise. Alors il y en a qui lisent déjà pas. En fait, les différences se voient très nettement dès la primaire. Et malheureusement, c'est lié aussi à des différences de milieu social. Donc c'est ça qui est triste. Mais quand je discute avec pas mal d'amis de mes enfants, je me rends compte qu'ils aiment aussi beaucoup lire. Ils s'échangent des livres entre eux. Et je me souviens d'un dîner où on avait invité deux des copains. Et on avait commencé à parler de livres. Et ils étaient tous à dire que la lecture, c'était génial. Ils adoraient ça, vraiment. En tout cas, ces gamins-là. Est-ce qu'ils sont sélectionnés parce que ce sont les gamins, les amis de mes gamins à moi ? Enfin, est-ce qu'il y a un tri comme ça qui s'opère naturellement ? Sans doute aussi un peu. Mais je leur avais rappelé... je ne sais plus quelle est la citation exacte, mais c'est Umberto Eco qui dit que quand on lit, on vit plusieurs vies. C'est triste de vivre qu'une vie, c'est ça l'idée. Et la littérature, c'est la façon d'avoir plusieurs vies en une. Et je trouve ça génial. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, la définition de la littérature et ce qui peut apporter ce plaisir qu'on a à la lecture. Et ils étaient tous là, oui. Et oui, parce que à travers le livre, ils vivent effectivement ce que l'histoire leur apporte, ou le héros. Oui, c'est ça. Et avec leurs propres images. Ça, c'est aussi quelque chose qui, à mon sens, est extrêmement riche. C'est que, effectivement, quand on regarde un film, alors on a d'autres, c'est autre chose, mais c'est vrai que, en tout cas, il me semble important par rapport à la lecture de se faire ses propres images dans sa tête. Oui, et puis la bande dessinée, ça marche aussi. Enfin, c'est pas un frein. Donc, Enfin, ils adorent les bandes dessinées, ils adorent les romans. Et je tiens... déjà, j'adore lire avec eux. Mon mari aussi, heureusement. Donc, on a beaucoup lu avec eux quand ils étaient petits. Oui. Et je lis encore avec eux. Je lis beaucoup moins avec eux. Oui. Mais je lis encore avec eux. Oui, puis ça peut durer longtemps, ça. Oui, mais en fait, on alterne. Ça veut dire qu'on commence un roman ensemble, surtout quand je sais que c'est un roman qui ne va pas être facile. Oui. On commence un roman ensemble, et puis il continue, et puis je on reprend un passage plus loin. Oui, voilà. Oui. Et je peux pas m'empêcher à chaque fois de penser à mes élèves qui disent que non, vraiment, ils n'arrivent pas à se plonger dans la lecture, ça ne les intéresse pas. Mais en fait, ils croient que la solution, c'est de lire des petits livres. Mais non, parce qu'on ne peut pas s'immerger dans une atmosphère, dans un univers en lisant un petit livre. Mes souvenirs, ce ne sont pas pour la plupart des souvenirs de nouvelles. Mes souvenirs, ce sont pour la plupart des souvenirs de gros romans. J'ai vécu avec les personnages un temps, et je pense que c'est ça la solution. Donc il ne faut pas avoir peur avec ses enfants de lire des gros livres, il faut simplement accompagner la lecture. Et donc je tiens à lire avec eux, vraiment. Et je pense que des fois, je suis surprise en fait de tout ce qu'ils apprennent en lisant. Des fois, ils me sortent quelque chose, je me dis, comment tu sais ça ? Oh, bah, j'ai lu. Bon, génial, c'est mieux qu'un prof, c'est mieux que des parents. Enfin, ça vient compléter tout ce que font les autres pour leur apprendre. Et puis enfin, la lecture, ça développe la sensibilité, ça développe l'empathie, parce qu'on a accès à un autre que soi, et à ses pensées, à ses émotions, et on découvre un peu comment l'autre fonctionne. Et je pense qu'un des problèmes de beaucoup, c'est de pas être connectés à leurs émotions, d'avoir du mal à ressentir les choses en lisant parce qu'ils butent sur les mots, parce que la première approche du livre leur pose problème. Mais ce manque d'émotion, c'est une sorte de cercle vicieux parce qu'il leur fait défaut aussi, parce qu'ils ne lisent pas, parce que la littérature, ça permet justement de développer cette empathie. Ça, j'y crois vraiment beaucoup. Donc c'est pas qu'un atout social de lire, c'est pas simplement que on va être favorisé par rapport à d'autres qui savent moins bien s'exprimer. Je pense que c'est un enrichissement personnel aussi, intime, psychologique, et dans la relation à l'autre direct. Ça aide à mieux comprendre les autres. Donc moi, je veux que mes enfants lisent et continuent, et qu'ils soient intelligents comme tous les parents. Et pour moi, la meilleure façon d'y arriver, c'est la lecture. Après, ils lisent ce qu'ils veulent.
Il y a des très bons livres pour enfants. Là, mon petit dernier est passionné par Mémoire de la forêt en ce moment, et je trouve que c'est plutôt bien écrit. Mon grand a adoré, forcément les Harry Potter, mais toute la série Journal de Gurty. Et en lisant ça, moi j'étais morte de rire avec eux. Enfin, il y a vraiment des petites perles quand même dans la littérature jeunesse actuelle. Oui. Oui, ça fait bien 10-15 ans que, en termes de littérature jeunesse, il y a plein de belles choses, quoi. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu avais le choix d'apporter quelque chose à nous lire. Je ne sais pas si tu as... Oui. Et alors, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas chez moi. D'accord. Et est-ce que... Parce que peut-être que... Non, mais ça se retrouve très facilement. Là, j'ai pris mon téléphone portable. Mais je dis ça parce que j'étais étonnée de pas de l'avoir... Tu as découvert, tu ne l'avais pas chez toi. Oui, parce que c'est un texte qui vit avec moi depuis très très longtemps et je ne concevais pas de ne pas l'avoir dans un livre chez moi. Et en fait, si, mais c'est simplement qu'il est dans ma tête. Il est en toi, il est en toi. Oui, c'est assez étrange. C'est un poème que j'ai découvert. Je trouve que lire un poème, un texte court, ça peut avoir du sens. En tout cas, pour moi, ça en a. Alors que lire un extrait d'un roman... sorti du contexte. Oui, voilà. Donc j'ai choisi un poème déjà. Et j'ai choisi un poème de Mallarmé. Tout d'abord parce que Mallarmé et la région de Fontainebleau ont une longue histoire, puisqu'il a découvert la petite maison au bord de l'eau, comme il l'appelle, à Valvin, vers la fin de sa vie, et qu'il a passé toutes ses dernières années d'existence ici. Et puis aussi parce que je me rends compte que ce que j'aime dans la poésie, c'est le côté mystérieux, qui apporte une dimension sacrée, je trouve. Quand j'ai travaillé sur Raymond Queneau, ce qui m'intéressait chez Raymond Queneau, c'est pas seulement le côté humoristique, le côté simple de certains de ses textes et très accessible. Ce qui m'intéressait, en fait, c'est la littérature hermétique, parce qu'il en a écrit beaucoup dans sa période surréaliste, ou même quand il écrit ses romans, il réfléchit à la différence entre le rêve et la réalité, comment on distingue l'un de l'autre. Enfin, voilà, ce sont vraiment des thèmes qui me touchent. Et Mallarmé est connu pour l'hermétisme de sa poésie. Mon père aimait beaucoup la poésie de Paul Valéry. Mes parents ont vraiment baigné dans l'époque Malraux, où la culture était hissée sur un piédestal, et moi je crois que je suis le fruit de ça. Et donc mon père aimait beaucoup certains poèmes de Paul Valéry, dont on sait qu'il a été très proche de Mallarmé. Et ma mère n'avait pas une affection particulière pour Mallarmé ou pour Paul Valéry, mais c'est un poème que j'associe quand même à ma mère, parce que c'est un poème que j'ai découvert quand j'étais en première année de classe prépa. Et je me souviens que j'en avais discuté avec ma mère. Et je ne sais plus exactement comment ça s'était fait, mais je crois qu'elle m'avait aidée à le comprendre. Enfin, il y avait quelque chose qui avait fait jour en moi à ce moment-là. Et c'était l'année où je découvrais vraiment le plaisir de l'analyse littéraire. Comment ça peut ajouter quelque chose au plaisir de la seule lecture. Donc j'associe ça à un souvenir familial déjà. Et puis ce poème, je le trouve somptueux. C'est le poème qui commence par « À la nue accablante te tue ». Même sans le comprendre, justement, c'est le fait qu'on ne le comprenne pas bien aussi qui le rend magnifique. Et c'est un poème qui est publié dans le recueil Poésie, qui doit dater de 1898 ou 1899. Je le lis. Je t'écoute. À la nue accablante tue, basse de basalte et de lave, à même les échos esclaves par une trompe sans vertu. Quel sépulcral naufrage tu, le sais, écume, mais y bave, suprême une entre les épaves, abolit le mât dévêtu. Ou cela que furibond, faute de quelques perdicillons hautes, tout l'abîme vain est ployé, dans le si blanc cheveu qui traîne, avarement aura noyé le flanc enfant d'une sirène. J'adore ce poème, et c'est un poème que je connais par cœur et que de temps en temps, je me dis à moi-même, je ne sais pas pourquoi. Il est très très beau. Il est beau. Oui, c'est magnifique. Et donc c'est un poème qui parle sans doute de l'angoisse de la page blanche,
mais d'une façon tellement subtile, tellement épurée, avec un soupçon d'angoisse et d'obscurité, mais il y a quand même de la lumière avec cette blancheur qui éclaire l'ensemble des vers. Enfin, j'adore ce poème. Bah écoute, merci beaucoup Clorinde pour la lecture de ce poème, pour cet échange riche. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou on s'arrête là? Non, c'était un grand plaisir. Merci. Eh ben, merci beaucoup pour moi également. Et puis, vous aurez le plaisir d'écouter ce podcast sur Isadora BC. Merci, au revoir. Au revoir, Clorinde. Au revoir. Thank you.